Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Je m'appelle Anne Cortegiano, je travaille chez Roland Berger. Roland Berger, c'est le premier cabinet européen de conseil dédié aux dirigeants de direction générale. Et on a monté il y a 3 ans le Club Chief of Staff, qui est la première communauté de Chief of Staff pour accompagner ces conseillers qui œuvrent au plus près de la décision stratégique. Pour celles et ceux qui ne sont pas encore familiers avec le rôle de Chief of Staff, un rappel. Un Chief of Staff, donc, c'est un courtier de l'information qui doit tout entendre, tout savoir et idéalement tout comprendre, vous allez nous raconter, pour aider le dirigeant qui l'accompagne à arbitrer et à décider. Donc, à ce titre, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui 4 d'entre eux, donc 4 Chief of Staff, pour échanger sur l'objectivation de la décision. Cette objectivation devient, vous le savez, de plus en plus difficile dans un monde marqué à la fois par la dissonance informationnelle et l'indésinformation. Et si vous le voulez bien, Ludovic, on va démarrer avec toi. Ludovic Guilchet, tu es le directeur de cabinet de Christel Hedman chez Orange et tu es dans le même temps le directeur de la transformation du groupe. Ma question, c'est dans un groupe aussi vaste, quelles sont les compétences nouvelles et savoir-faire vitaux pour faire face à ce changement de contexte informationnel et décisionnel? Bonjour à toutes et à tous, merci pour cette question précise et large. D'abord, je pense que dans ce que tu as décrit, c'est-à-dire l'obésité de l'information, il y a évidemment une malchance puisqu'il faut qu'on soit capable de trier. Mais pour nous qui avons le rôle, enfin l'un des rôles de rationaliser la décision, d'apporter de l'objectivité, c'est aussi une chance parce que là où la grande différence entre la subjectivité et l'objectivité, c'est que la subjectivité, c'est l'émotion, c'est l'immédiateté. L'objectivité, c'est plutôt la raison, c'est les faits, c'est les chiffres. Ça prend du temps en fait d'apporter un raisonnement. Et l'accélération de l'information, l'accélération de l'accès à l'information nous redonne un peu de réactivité là où avant, quand vous étiez confronté à une conversation café du commerce, vous aviez toujours du mal à apporter les faits immédiatement. Encore hier en Comex, quelqu'un a dit, je ne citerai pas, mais quelqu'un a dit « Ouh là là, le télétravail, chez nous, c'est une catastrophe. Les collaborateurs ne signent pas leurs avenants au télétravail. » C'est surtout sa secrétaire qui ne l'avait pas signé, mais il y a 70% des collaborateurs qui l'ont fait. Donc quand vous êtes capable d'apporter immédiatement le fait et le chiffre, vous êtes évidemment beaucoup plus fort. Voilà. Donc aujourd'hui, dès que vous êtes submergé par l'information, vous avez quand même la possibilité, pour nous c'est très important, d'apporter des faits grâce à l'ensemble des moteurs d'IA et d'apporter donc de la rationalité. C'est probablement le premier rôle qu'on nous demande. Tout ça avec humilité, parce que comme tu l'as évoqué, on peut se faire trahir par les chiffres, trahir par les données, et que l'émotion reste quand même un élément de motivation et d'énergie pour tous. Mais pour moi, ça, c'est la première compétence qu'il faut qu'on ait. Je pense que la deuxième compétence, ça reste quand même la capacité à prioriser, hiérarchiser, à être bien sûr à comprendre les signaux faibles, mais dans le flot de ce qui arrive, il faut qu'on sache orienter dans la bonne direction. Voilà. Et puis je finirai, mais d'autres en parleront. L'arrivée de l'IA va forcément bouleverser aussi notre rapport à la connaissance, notre rapport à la mémoire. Est-ce qu'au fond, on a besoin d'une mémoire demain, notre mode d'apprentissage? Ça devrait aussi bouleverser le job de Chief of Staff, parce qu'on n'est pas complètement neutre face à ces questions-là. Benjamin Bochet, tu es Chief of Staff ici à la BPI. Tu accompagnes le Deputy CEO de BPI France, mais aussi les entreprises de votre écosystème. Alors j'imagine qu'il n'y a pas vraiment de recette magique pour aider à prendre des décisions objectives, mais est-ce que tu peux nous partager ta façon de faire? Bon, merci Yann et bonjour à toutes et à tous. Ravi de représenter BPI en cette journée un peu spéciale pour nous. Tu parles de recettes magiques et c'est vrai que certains dans notre direction ont tendance à parler de la sauce secrète BPI. Et c'est vrai qu'on s'en targue un peu auprès des boîtes, auprès de notre écosystème, parce qu'au fond, c'est un mélange un peu savant pour essayer de réunir tous ces acteurs, toutes ces actrices qu'on voit aujourd'hui rassemblés à l'Accor Arena. Donc la méthode, la recette secrète, je ne sais pas si je l'ai, mais j'ai réfléchi à cette question quand même et j'ai réalisé que en réalité, j'étais régulièrement dans mon travail aussi dans une posture d'hyper-vigilance.
en raison de la période que nous connaissons tous, avec ces faits qui sont biaisés, avec ces données qui sont potentiellement manipulées. Donc tu parlais à juste titre effectivement de l'utilisation de l'IA, et j'ai essayé de faire mes carnets de vacances, d'apprendre moi aussi depuis 1 an à en faire un usage très quotidien. C'est hyper important, donc c'est vrai que moi c'est devenu un outil pour essayer justement de casser cette hypervigilance et pour aller vérifier à la source. J'utilise évidemment Mistral, on est soutien de Mistral depuis les premières heures, à dire vrai, mais je pense aussi à d'autres solutions. On parle beaucoup de Perplexity en ce moment, qui n'a pas son propre langage, mais qui agrège différents langages et qui ensuite source. Donc vous avez l'impression, lorsque vous utilisez Perplexity, que l'information que vous allez lire, utiliser, est plus sourcée. En réalité, on le voit, Perplexity a aussi des failles, aussi des difficultés à objectiver les faits. Donc ça ne peut pas être une solution complètement aboutie. Donc je dirais que par ailleurs, j'ai dans une vie antérieure été aussi magistrat, et j'ai retiré 2 attitudes qui m'aident encore aujourd'hui à travailler en entreprise. La première, c'est le fait de documenter le propos le plus possible. Alors c'est plus facile lorsque l'on est derrière un ordinateur, lorsqu'on fait un dossier, un deck ou que sais-je, mais d'essayer de vraiment sourcer, d'aller vraiment sur le cœur de métier, être inattaquable de façon justement à solidifier le propos. Et le deuxième point, le deuxième pilier, que j'essaye aussi d'appliquer le plus possible à notre métier, je crois que c'est assez important, c'est j'allais dire la confrontation, plutôt la collégialité. C'est le fait de taper la balle, c'est le fait de partager, c'est le fait de recueillir la nuance. Et ensuite, évidemment, là, on peut estimer que l'information que l'on va peut-être porter sera plus pertinente, ou en tout cas un peu moins sujet à toute forme de subjectivité. Et puis la troisième idée qui reste aussi assez essentielle, alors peut-être 2 encore. La troisième, c'est l'ouverture à l'international. Malgré tout, lorsqu'on a la chance de pouvoir regarder effectivement ce qui se fait. Bien sûr, aux États-Unis, on en parle énormément, et l'écosystème américain est fascinant par sa vélocité, par sa rapidité, par la capacité d'investissement pour les entreprises et à grandir. Mais il y a ce qui se passe en Chine, il y a ce qui se passe en Europe, et donc aussi le fait d'aller compléter ce faisceau d'informations avec ce qui se passe chez nos partenaires, chez nos alliés, ça reste aussi fondamental. Donc j'essaie de m'astreindre à le faire aussi régulièrement. Et puis la quatrième idée, c'est la formation. La formation aussi des collaborateurs. Je sais qu'à BPI, on essaie sur l'IA d'être hyper proactif. Comme toutes les boîtes, on essaie de se dépatouiller, de tenter des choses. On va former notre top management, on va essayer de transformer nos pilotes, et Manon t'en parlera très bien avec Artefact, parce qu'on travaille avec vous, digitaux, qui vont être des pilotes IA, qui vont accompagner les métiers aussi à être dans ce changement, et donc à avoir des modèles très sûrs et une information qui soit plus stable, plus stabilisée. On fait des tours terrain également aussi auprès des entreprises, tu mentionnais ça tout à l'heure, pour essayer aussi de faire des diags IA dans les entreprises, les PME, les ETI qui ont besoin de se transformer. Donc ça reste une solution, et en tout cas on fonde beaucoup d'espoir sur ce canal qui est déjà présent. Merci beaucoup. Toi, Manon, tu es Chief of Staff du président d'Artefact, alors, qui est un cabinet de conseil, donc comme on le sait, en IA. On parle souvent de l'intelligence artificielle comme du bras armé de la désinformation. Comment, toi, tu appréhendes ton rôle de Chief of Staff dans ce contexte-là ? Merci Anne. Bonjour à toutes et à tous. Merci Benjamin également. Je suis ravie d'être ici pour pouvoir parler d'IA, et puis aux côtés de professionnels dont j'admire la force de persuasion en particulier. Effectivement, j'enfonce une porte ouverte en disant que la désinformation est très présente et de plus en plus présente depuis une bonne dizaine d'années, globalement. À mes yeux, c'est dû à 2 raisons principales. D'abord, l'accroissement du contenu énorme depuis une dizaine d'années et la facilité d'accès à ce contenu. On a d'abord eu les journaux papier, les médias télévisés, et là c'est Annabelle qui nous en parlera certainement, avec du coup un véritable travail de journaliste qui était là pour croiser l'information. On a eu ensuite Internet et les réseaux sociaux, où en fait l'information était aux mains de ceux qui la créent et qui la diffusent, parfois des professionnels et puis parfois des personnes plus malveillantes. Et l'IA, c'est une nouvelle ère de rupture. Aujourd'hui, c'est un véritable bouleversement, à la fois en termes de création de données et de diffusion de celles-ci. Tu parlais justement de Perplexity, Benjamin. Chez Artefact, nous, notre mission, c'est d'utiliser l'IA comme une opportunité et de prévenir les risques pour nos clients, si on n'en avait qu'un.
Et donc, sur ça, on a 2 piliers qui sont très importants. D'abord, la responsabilité, parce qu'en fait, il ne s'agit pas simplement de maîtriser les outils technologiques, il s'agit aussi d'assurer des garde-fous, d'instaurer de la transparence et surtout, on ne le dira jamais suffisamment, une supervision humaine. Le deuxième pilier qui est absolument essentiel à nos yeux, c'est la pédagogie et à travers ça, la formation. On attache une très grande importance à l'usage dans chacun des métiers. Donc, on va définir les cas d'usage qui vont vous apporter de la valeur et ceux qui sont effectivement très risqués. On va former les employés pour qu'ils aient une véritable transformation adaptée de leur métier. Tout ça, et on va essayer on essaie de créer une véritable culture basée sur les faits, sur l'entendement. Et donc, une fois qu'on a dit tout ça, moi, je refuse l'adage « les cordonniers sont les plus mal chaussés ». Je trouve au contraire que l'expert, de manière générale, a un devoir d'exemplarité qui est très important. Et en tant que Chief of Staff, j'ai un véritable rôle de vigie pour m'assurer que nos consultants utilisent les bons outils technologiques. Et les bons outils technologiques, ce n'est pas seulement ceux qui sont performants, c'est aussi ceux qui utilisent de manière responsable l'IA, qu'ils soient formés correctement et qu'ils puissent en cela avoir une véritable proposition de valeur auprès des clients pour un usage assez raisonné. Annabelle, je me tourne vers toi. Tu es Chief of Staff chez TF1. Les médias sont souvent pointés du doigt dans la crise informationnelle qu'on connaît. De ton point de vue, comment fait-on pour instaurer et préserver une culture de la sécurité des contenus ? Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette question. Et globalement, c'est vrai qu'en tant que média, et derrière ce qu'on met la sécurité, c'est qu'on doit être un acteur de confiance pour le public qui nous regarde. Et c'est l'actif le plus précieux pour un média et qui va nous différencier aussi des autres, comme YouTube, comme TikTok, qui sont aujourd'hui les plateformes un peu réflexes prioritaires des jeunes générations. Et nous, notre enjeu, justement, c'est de se positionner en tant qu'éditeur. En fait, on a un projet culturel. Et c'est vrai que par rapport à des YouTube ou TikTok, qui sont des hébergeurs, on a un enjeu de vraiment instaurer cette sécurité par le contenu qu'on va mettre sur notre plateforme, qu'on va mettre sur nos chaînes aussi, et l'environnement dans lequel on le met. Et c'est vrai que quand on va sur YouTube, on ne sait pas demain ce que votre enfant va regarder juste après les Schtroumpfs, sur quelle vidéo il peut tomber si il se balade sur la plateforme. Nous, on garantit la sécurité par l'environnement dans lequel vous allez entrer quand vous arrivez, par exemple, sur TF1+. Et comment nous, en fait, on va le... Après, c'est justement une culture collective qu'on a dans l'équipe et qu'on diffuse au quotidien avec Claire Basini, du coup, qui est la DGA du B2C et de la transformation digitale du groupe TF1. C'est justement de rappeler constamment ce projet culturel dans lequel on s'inscrit pour instaurer cette culture de la sécurité. Et ça passe par tous les métiers et l'infuser constamment, parce qu'en plus, on s'inscrit dans un contexte où, en fait, il y a tellement d'offres, tellement de contenus, qu'en fait, la hiérarchisation et l'éditorialisation n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui. Et c'est ça qui est assez passionnant, c'est que l'infobésité, c'est assez paradoxal, parce qu'on n'a jamais eu autant d'infos, mais on ne sait pas vraiment ce qui compte vraiment. C'est-à-dire, qu'est-ce qui compte vraiment dans tout ce que je vois aujourd'hui, ce que je regarde. Et c'est là où, en fait, on retrouve tout le sens d'un média dans ce travail, justement, un peu d'expert, en fait. On mêle à la fois l'intelligence éditoriale et en même temps, évidemment, il ne faut pas louper le coche de la technologie, donc les algorithmes de recommandation, mais on manie les deux. Et c'est comme ça que, justement, on s'inscrit dans cette mission qu'on a d'être un acteur de confiance et donc, du coup, qui garantit la sécurité quand vous venez vous informer sur TF1 ou sur TF1+. Et je trouve qu'on retrouve un peu... aujourd'hui, c'est assez sublimé un petit peu ce rôle qu'on a. Ludovic, j'ai une question un peu philosophique pour toi. On l'a dit tout à l'heure, tu conjugues 2 fonctions chez Orange. Et dans ce cadre-là, quel est ton rapport à la vérité ? Vous ne pensiez pas que vous alliez tomber sur un cours de philo, donc comme j'en suis incapable... en fait, je pense que la difficulté avec la vérité, c'est qu'elle est clivante.
Regardez, quand un juge rend la justice, il est clivant parce que sa décision, même si on n'a pas le droit, elle est tout de suite contestée. Il a choisi un camp, il a choisi le camp de la vérité, mais elle est contestée. Dans une entreprise, c'est pas qu'il n'y a pas de vérité, mais dans un monde comme le nôtre, la vérité, elle bouge. D'ailleurs, tu parlais des faits, mais Nietzsche a dit il n'y a pas de faits, il n'y a que des interprétations. Et donc, quand on choisit de construire toute sa transformation, par exemple, sur des vérités solides et dures, on oublie qu'elles changent avec le temps, parce que la vérité change avec le temps, et que surtout, elles sont clivantes. Donc, ce n'est pas un chemin, en fait. Et je pense que le plus important, quand on porte la transformation, c'est le chemin. Évidemment qu'il faut avoir un cap, parce que sinon vous allez n'importe où, mais il faut être souple sur ce cap, parce que c'est dans le chemin que se construit le consensus. Et dans un monde qui est hyper clivé, qui est hyper incertain, je n'ai pas besoin d'en reparler trop, là, je pense que vous avez bien compris, l'entreprise a un rôle fondamental de socle dans la société. Et pour avoir ce rôle, c'est un travail patient et continu de chemin commun, c'est-à-dire d'aller chercher ce qui fait groupe, enfin ce qui fait commun, ce qui fait bien commun dans une entreprise. Comme Socrate fait quand il applique le doute socratique pour aller comprendre la seule chose qu'il sache, c'est qu'il ne sait rien. Et par exemple, dans une entreprise, le truc le plus commun, c'est sans doute la marque. Voilà, chez BPI, ça doit être BPI France. Chez TF1, tu as dit 2 fois TF1, tous les yeux se sont émerveillés. J'ai pas encore dit Orange, donc j'ai pas encore de plainte, de problème de mobile ou de film. Mais vous voyez, allez comprendre quel est le truc le plus commun et construire un chemin de transformation à partir de ça. Voilà. Et d'une certaine manière, de mon point de vue, la vérité, elle arrive, mais par surcroît. Si vous la prenez comme point de départ, vous cristallisez les oppositions, vous êtes trop binaire en fait dans votre construction. Et aujourd'hui, notre monde, il est tellement complexe que le côté binaire, ça marche quand même très difficilement. Et je ne dis pas ça pour l'Assemblée nationale, évidemment. En rebond, Benjamin, sur ce que vient de dire Ludovic, quel est selon toi le rôle des entreprises pour contribuer justement à un monde plus éclairé? Et on entend par là un monde où la vérité prédomine sur la subjectivité. Vaste question là aussi. Tout à fait d'accord sur la marque BPI et le jaune qui avait été choisi à l'époque aussi pour incarner ce côté solaire, positif, enthousiasmant, on l'espère aussi auprès des entreprises. Donc, effectivement, ça fait beaucoup de sens. C'est difficile parce que ma conviction, en tout cas personnelle, c'est que les entreprises ne font pas de politique. Elles n'ont pas vocation, du moins, à remplacer les politiques. C'est très important que ce soit aussi aux politiques de prendre leurs responsabilités. On sait qu'en ce moment, c'est très compliqué, qu'il y a une démonétisation du politique, qu'il y a une défiance. Les sondages d'opinion régulièrement le montrent. Il y a le Cevipof qui régulièrement publie effectivement une enquête et qui montre que les Français ont plus confiance en entreprise, dans leurs entreprises, qu'envers les institutions politiques. Donc c'est un vrai défi. Donc, si elles n'ont pas vocation à remplacer le politique, à mon sens, les entreprises, et tu l'as très bien dit Ludovic, constituent néanmoins un point d'ancrage très net, un point d'ancrage et de repère très fort, notamment avec les marques, effectivement, notamment avec les identités auxquelles les consommateurs sont très attachés. Donc elles ont vocation, effectivement, à prendre toute leur place dans le débat public. Et j'aime aussi à nouveau beaucoup cette notion de bien commun. Elle est très importante, c'est autre chose que l'intérêt général. Et ça fait bien longtemps que le bien commun n'est plus l'apanage, justement, de l'administration administrante. C'est aux entreprises aussi d'aller faire corps, d'être inspirantes, de prospérer. Et en cela, elles ont vocation à être vocales. À mon sens. Et l'autre idée également, pour défendre ce modèle de vérité et y contribuer, je pense que c'est aussi par la technologie qu'on peut y parvenir. J'ai découvert, je dois le confesser assez récemment, il y a un peu plus d'1 an, les enjeux qui sont liés à la crypto. Alors la crypto, on en parle beaucoup, parfois pour de bonnes, pour de mauvaises raisons. En réalité, c'est un mouvement quand même qui est massif. Alors il n'y a pas que les crypto-actifs et la spéculation sur les jetons et les monnaies numériques. C'est un volet, mais la crypto, c'est une technologie qui doit aussi permettre de tracer, de rendre les informations plus sûres. Et on va avoir des dizaines et des dizaines, on le souhaite du moins, de cas d'usage qui vont peu à peu se déployer. Donc ce sera aussi aux entreprises de pouvoir se plugger sur ces technologies et de pouvoir aussi créer leur vérité et d'aller sur des technologies qui sont inviolables, qui sont traçables, qui sont transparentes, qui sont d'ailleurs des principes démocratiques, mais qui pourront aussi faire corps avec l'entreprise. Donc je crois relativement fortement à cela. Puis dernière idée, je pense que c'est aussi aux entreprises, aux entrepreneurs, d'être offensifs. On a beaucoup de technologies offensives qui viennent des États-Unis, qui viennent de la Russie, qui sont là. On a le droit aussi d'investir ce champ, d'avoir des technologies qui sont au service de nos valeurs, qui sont au service de ces principes de transparence, de traçabilité. Et donc pour cela, il faut investir, il faut créer
aussi, je pense qu'il y a un boulevard sur ce champ d'action des tech for good. On sait que c'est dur aujourd'hui d'être à l'échelle sur ces entreprises et sur ces écosystèmes, mais il y en a de plus en plus. Chaque année, on en voit, donc c'est aussi encourageant. Je pense que ça pourrait être l'un des éléments de réponse. Merci Benjamin. Manon, on va parler intuition avec toi. Quelle est selon toi la place qu'on peut réserver à l'intuition face à cette déferlante de data dans la quête de la vérité? C'est vraiment super ce thème de la vérité parce que ça donne l'occasion pour nous qui avons quand même des métiers très opérationnels de se poser, de se poser des questions de plus haute volée. Je vais répondre à la question, bien sûr. Je sais plus ce que j'avais prévu. Oui, l'intuition. Ah oui, et je voulais parler d'abord des signaux faibles. Et c'était justement la semaine dernière, on a eu une chance immense. On a rencontré un très grand patron d'une très grande entreprise française qui nous parlait des signaux faibles. Et j'ai retenu son intervention particulièrement parce que pour moi, c'est ça l'intuition. Justement, c'est dans cette déferlante de données plus ou moins vérifiées, c'est la capacité à capter cette petite phrase, cette petite information au détour d'une conversation, d'une réunion, peut-être un élément que quelqu'un ne va rien voir, et être capable de la remettre en perspective, de la remettre au milieu du réel et de l'analyser à la lumière des données qui vous sont disponibles, qui sont des faits. Enfin, moi, je travaille dans une boîte d'ingénieurs, on est quand même des gens plutôt très objectifs et notre travail s'appuie beaucoup sur des chiffres. Et du coup, c'est de ce concept de réalité que je voulais parler. Donc, désolée Benjamin, mais moi je préfère souvent le concept de réalité à celui de la vérité. Je trouve qu'une prise de décision, elle se fait à un moment T, avec des données qui sont disponibles dans cette réalité. Et en fait, la vérité peut en être toute une autre à un autre moment. Et l'important dans le travail de Chief of Staff, c'est d'être capable de se rappeler du raisonnement qu'on a eu au moment où on a pris cette décision, justement, parce que ça sera forcément possible de regretter cette décision, de se dire « j'aurais dû faire ça ». Non, non. L'objectif, c'est de se rappeler du chemin, du raisonnement, des raisons pour lesquelles on les a prises. Et pour les prendre, justement, c'est d'avoir trié les informations à ce moment-là, de les avoir analysées, de s'être basé sur des données qui sont fiables. Et du coup, moi aussi, je cite un grand de ce monde, de se servir, d'avoir le courage de se servir de son propre entendement. Et c'est cette recherche pour moi de réalité qui permet peut-être de s'approcher un peu de la vérité. Je pense que Manon a déterminé le thème de Big 2026 qui sera donc réalité après la vérité grâce à toi. Voilà. Merci Manon pour l'instant promotion. Le grand patron dont tu parlais, c'est Alexandre Bompard, donc le patron de Carrefour qu'on a eu la chance de recevoir la semaine dernière dans le cadre du Club Chief of Staff. Et pour celles et ceux que ça intéresse, on aura le plaisir également de recevoir Nicolas Santiveil, qui est partenaire BPI. Le mois prochain, dans le cadre du prochain Club Chief of Staff, ce sera le 23 octobre. Annabelle, je me tourne vers toi pour la dernière question et je vous inviterai peut-être les uns et les autres à réagir à celle-ci de la même manière. Quels sont tes conseils? Quels sont les conseils que tu peux nous partager? Alors, est-ce que c'est la vérité ou la réalité? Mais en tout cas, pour faire émerger et préserver sa vérité, sa réalité, d'une manière générale. Bon, moi, déjà, j'adore ce tournant de table ronde philo parce que j'ai fait des études de philo, ce qui peut sembler contradictoire avec le rôle de Chief of Staff. Mais j'ai fait une licence de philo et je trouve ça passionnant. Je trouve qu'un de mes mantras, justement, et un mantra qu'on peut appliquer au rôle de Chief of Staff comme à plein de rôles, c'est le poète paysan. C'est la tête dans les étoiles, mais les mains dans le cambouis. Donc je pense que c'est important de garder cette notion de point de vue, en tout cas, de rêver à des choses qui sont peut-être pas... où il n'y a pas quelque chose de tangible pour prendre la décision. Et d'un côté, avoir un peu les mains dans le cambouis pour s'appuyer sur de la data, des quantis, des chiffres, l'utilisateur. Moi, je suis surtout dans un business de prototype. C'est-à-dire que le contenu, s'il ne rencontre pas son public, ça ne marche pas. Donc, et ça, on a beau anticiper, regarder des comparables, on peut être surpris de l'échec d'un film, d'une série, ou alors hyper étonné du succès. Donc, on a beau prévoir, anticiper, l'intuition, pour le coup, dans notre métier, il est capital. Et c'est là où il y a, pour le coup, à ses limites dans nos métiers. C'est que l'instinct, il est prépondérant chez nous.
avoir l'instinct sur le talent d'un producteur, d'un scénariste, sur une histoire qu'on veut partager au public. Ça, c'est malheureusement tous les comparables IA, les chiffres ne le prédisent pas. Et c'est ça qui est magnifique dans encore la spécificité de l'humain. C'est qu'un petit truc en plus, par exemple, le film d'Artus, personne n'en voulait, personne ne voulait le financer. Ça a été un plus gros succès. Et maintenant, tout le monde veut parler de l'handicap sur grand écran. Et je trouve que c'est ça qui, moi, me fait rêver et me dit que ma vérité, finalement, ma vérité ou la vérité, elle m'appartient pas. Et finalement, il n'y a pas une voie. Et en fait, c'est se donner des repères constamment pour dire, OK, ça, c'est un peu vérifiable, et pas m'appuyer que sur mon point de vue. C'est un peu me nourrir pour avoir des repères, voilà, qui vont m'aider. Mais globalement, et si je peux citer, allez, un petit instant citation, donc c'est un philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Husserl, qui a fait un livre qui a écrit la phénoménologie de l'esprit, et qui a dit que la subjectivité, c'est une condition de la connaissance. Donc je pense qu'en fait, il faut un peu relativiser le côté objectif, mais je pense qu'il faut d'abord vivre et décrire l'expérience pour atteindre un peu l'essence des choses, et je finirai un petit peu là-dessus. Voilà. Merci à tous pour ces éclairages. Alors de mon côté, je retiendrai que la vérité n'est jamais offerte. Elle se construit entre données, intuition, discernement. Et peut-être ce que je retiens de ces échanges sur le rôle de Chief of Staff notamment, c'est que c'est celui d'apporter finalement une clarté précieuse pour permettre aux dirigeants qui vont vous accompagner, qu'ils soient CEO ou membres de COMEX, d'avancer dans la complexité. Si le sujet des Chief of Staff et si le rôle du Chief of Staff vous intéresse davantage, on a publié chez Roland Berger déjà 2 études, une sur un panorama de la fonction en France il y a 2 ans et une deuxième l'année dernière sur l'après Chief of Staff, qui vous nous en parlerez peut-être une prochaine fois, mais qui est une question prépondérante dans l'exercice du rôle de Chief of Staff. Et on publie d'ici à la fin de l'année le premier baromètre de la fonction de Chief of Staff dans le monde. Donc voilà, tout ça est disponible et on est ravis d'en discuter avec vous. Merci infiniment à tous. Merci beaucoup. Merci.